La plupart d'entre vous sont conscients du changement climatique et de tous les problèmes que cela engendre. Que ça soit la fonte des glaces qui accélérerait le réchauffement climatique, la fonte des calottes qui augmenterait le niveau de l'océan, l'acidification des océans qui entraînerait la disparition de certaines espèces, la fonte du permafrost qui va libérer du méthane ou encore les événements climatiques extrêmes tels que les sécheresses, les tempêtes, etc. Beaucoup d'actions sont proposées par des scientifiques et des climatologues pour lutter contre ce fléau et l'une d'elles est de contrôler le climat. Salut, c'est Siva de chez Omegama dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir si l'être humain peut contrôler le climat. Mais tout d'abord, c'est quoi le climat? Le climat correspond aux conditions météorologiques moyennes, c'est-à-dire la température, précipitations, ensoleillement, humidité de l'air, vitesse des vents, etc. qui règnent sur une région donnée durant une certaine période qui est assez longue. Pour savoir si on peut contrôler le climat, faut déjà savoir si on a déjà contrôlé le climat. On ne peut pas dire qu'on a déjà contrôlé le climat, mais on a déjà contrôlé la météo, en provoquant par exemple des pluies. Effectivement, les Américains ont prolongé la saison des moussons au Vietnam lors de la guerre du Vietnam sous le nom de Popeye Project, du 20 mars 1967 au 5 juillet 1972, afin de déstabiliser l'ennemi. Mais comment ont-ils fait ça? Ils ont utilisé une méthode d'ensemencement des nuages, c'est-à-dire qu'ils ont ajouté différentes substances telles que les aérosols, des petites particules de glace, etc. dans des nuages et ainsi influencer les précipitations. Pour être plus précis, ils ont utilisé de la neige carbonique, de l'iodure d'argent ou encore du chlorure de sodium. On vient de voir que nous avons déjà contrôler la météo, mais est-ce que c'est possible de contrôler le climat du coup? Bah on peut le contrôler mais pas totalement. On peut en fait espérer l'influencer. Effectivement, on peut influencer et ainsi espérer contrôler le climat partiellement sur soit le long terme ou alors le court terme. On peut influencer le climat sur un long terme en modifiant nos actions de tous les jours. En effet, l'objectif est de réduire nos émissions de CO2. Par exemple, en privilégiant les transports en commun ou encore faire en sorte que notre production d'électricité produise moins de gaz à effet de serre. Ou alors même réduire l'utilisation d'Internet. En effet, Internet pollue 1,5 fois plus que le transport aérien, et 50% de cette pollution est émise par les utilisateurs de ce dernier. D'où l'intérêt d'utiliser un navigateur comme Ecosia qui replante des arbres grâce aux revenus qu'elle perçoit. Revenus issus de nos recherches sur Internet, ce qui compense déjà pas mal. Et après cela, privilégier les voitures électriques. Effectivement, une voiture électrique en France, dont la production d'électricité est basée quand même à 77% sur le nucléaire, sera plus écologique, c'est-à-dire aura une empreinte carbone moins importante qu'une voiture électrique aux États-Unis, dont la production d'électricité est basée à 63% sur des énergies fossiles, qui produira beaucoup plus de gaz à effet de serre que les centrales nucléaires qui n'en produisent quasiment pas. Faut en effet prendre du recul sur la question des véhicules électriques, car ils dépendent énormément de l'empreinte carbone de la production d'électricité du pays dans lequel sera utilisé le véhicule en question, en comptant bien sûr l'empreinte carbone de la création des véhicules électriques ainsi que le transport de ces derniers dans les pays de vente. En somme, on peut influencer le climat grâce à nos actions individuelles et quotidiennes, grâce à notre alimentation, nos moyens de transport, l'aménagement de notre habitat avec une meilleure isolation par exemple, en comptant bien sûr certaines grosses actions internationales telles que la limitation des déforestations par exemple, pour amener notre production de gaz à effet de serre à zéro, ce qui permettra de revenir à un taux normal de CO2 dans l'atmosphère dans plusieurs années. Ce qui est sûr, c'est que l'on n'aura pas d'effet immédiat. Mais du coup, comment influencer le climat sur le court terme pour avoir des effets que l'on pourrait constater d'ici 1 ou 2 ans? L'un des moyens d'influencer le climat sur le court terme, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est l'ensemble des techniques qui visent à manipuler et modifier le climat et l'environnement de la Terre. Il y a beaucoup de solutions qui ont déjà été évoquées, mais le problème est que contrairement à certains domaines, on ne peut pas vraiment faire des expériences pour vérifier le résultat en laboratoire, car on n'a qu'une seule Terre à disposition et les conditions climatiques sont tellement complexes que c'est quasiment impossible à reproduire en laboratoire. Ce qui fait qu'on est obligé d'agir sur des suppositions et des hypothèses. Quelques-unes de ces solutions sont tout d'abord de repeindre les toits des bâtiments en blanc et ainsi réfléchir les rayonnements solaires, comme le fait déjà la banquise, ce qui permettrait de moins chauffer la Terre. Il y a aussi l'utilisation de la bioénergie. L'objectif ici est de faire pousser des végétaux tels que le colza, la canne à sucre ou encore du bois, puis de les couper, de les brûler et ainsi produire de l'énergie électrique, pour pouvoir récupérer et stocker le CO2 dans des réservoirs géologiques, c'est-à-dire sous terre. Mais ça a des inconvénients tout comme des avantages. L'avantage est qu'on pourra enfin produire de l'énergie décarbonée, c'est-à-dire sans émettre de gaz à effet de serre tel que le CO2. Mais les inconvénients sont qu'il y a une perte de biodiversité, une menace pour la sécurité alimentaire, ainsi qu'une émission de protoxyde d'azote, qui est un puissant gaz à effet de serre, mais aussi une pollution de l'air et un coût qui est assez élevé. Il faut avouer qu'il y a plus d'inconvénients que d'avantages, mais c'est quand même l'une des solutions qui existent. On a aussi la forestation ou encore la reforestation.
La forestation consiste à planter des arbres dans des endroits où il n'y en avait pas vraiment avant, tandis que la reforestation consiste à replanter des arbres dans des endroits où il y en avait, mais ayant été déforestés. En effet, selon le GIEC, encore 500 millions d'hectares pourraient être recouverts d'arbres et ainsi éviter l'émission d'environ 1 à 7 gigatonnes de CO2 par an d'ici 2050. Et tout cela pour un coût assez faible. Même si la meilleure solution est encore d'arrêter la déforestation. Les avantages sont qu'on aura une meilleure qualité des sols ainsi qu'un coût pas très élevé. Les inconvénients, il y en a toujours plein, tels que la perte de biodiversité, la menace pour la sécurité alimentaire ou encore la diminution de l'albédo. L'albédo, c'est la fraction de la lumière qui est réfléchie ou diffusée par une surface qui n'émet pas de lumière. Par exemple, la glace a un albédo de 0,60, c'est-à-dire qu'elle réfléchit 60% du rayonnement solaire qu'elle reçoit, tandis que l'albédo de la neige, c'est 0,90. C'est-à-dire qu'elle réfléchit 90% du rayonnement solaire. C'est d'ailleurs pour cela que l'on met des lunettes lorsqu'on va au ski en haute altitude, pour éviter que le rayonnement solaire réfléchi par la neige nous brûle la rétine. Le problème est que plus la banquise qui réfléchit pas mal le rayonnement solaire fond, logiquement elle réfléchit de moins en moins le rayonnement solaire, et au contraire cette lumière est absorbée par les mers et les océans, qui chauffent plus et ainsi font fondre beaucoup plus la banquise. C'est en effet un cercle vicieux. Bon, il y a d'autres solutions telles que la séquestration de carbone dans les sols, qui consiste à séquestrer le CO2 dans les sols, c'est-à-dire de l'emprisonner dans les sols et dans les terres cultivées. Mais avant de faire cela, les pays riches devront se diriger vers une transition agricole et alimentaire avec notamment moins d'intrants chimiques, c'est-à-dire moins de produits chimiques dans les sols. D'autres scientifiques proposent d'augmenter l'acidité de l'océan ou encore d'arroser les fonds marins avec du sulfate de fer pour booster la croissance du phytoplancton, qui va pouvoir capturer plus de carbone. Mais le problème ici est que cela affecte directement les espèces marines. Tandis que certaines startups ont décidé d'installer un immense aspirateur constitué de dizaines de ventilateurs géants pour capter le CO2 dans l'air ambiant avant de le stocker. C'est ce qu'essaie de faire la startup suisse Climeworks. Leur objectif est de capter 1% des émissions mondiales d'ici 2025, mais bon, cela ne suffira pas et surtout c'est un coût très élevé. Comme vous le voyez, il y a déjà pas mal d'idées et de solutions de géo-ingénierie qui sont proposées par de simples startups ou encore par des scientifiques. Mais il y a des enjeux géopolitiques et sociaux énormes. Je vous ai parlé précédemment des Américains qui ont contrôlé la météo en plongeant la mousson au Vietnam. Faut savoir que cela a été fait à l'insu des Vietnamiens et de tous les autres pays, qui ignoraient totalement que l'Amérique possédait une telle technologie. Ce qui a affecté non seulement les ennemis des Américains au Vietnam, mais aussi l'économie entière et la population de ce dernier. L'inquiétude maintenant est que certains pays ou encore peut-être des startups entreprennent des actions pour changer le climat. Le problème, comme je l'ai dit, est qu'on ne peut pas prévoir à 100% les effets de ces solutions, qui peuvent même aggraver notre situation. De plus, le climat terrestre ne concerne pas un pays, mais bien tous les pays du monde entier. Déjà que les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des actions à entreprendre pour baisser l'émission de CO2, faut se dire que ce sera encore très difficile pour eux de se mettre d'accord sur des actions à éviter ou encore à entreprendre pour changer le climat. Les climatologues s'accordent à dire que si quelqu'un entreprend une action quelque part dans le monde, on pourrait savoir d'où il le fait et surtout qu'est-ce qu'il fait. Mais bon, le risque est toujours présent, le risque que quelqu'un fasse quelque chose qui aggrave notre situation. C'est pas comme si on l'aggravait déjà avec nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous, qu'en pensez-vous de tout cela ? La géo-ingénierie est-elle la bonne voie pour faire face au changement climatique? N'hésitez pas à me dire votre point de vue en commentaire, j'ai hâte de les lire. Du coup, c'était tout pour cette vidéo. Les sources sont en description et je tiens à préciser que cette vidéo a été faite en tant que projet lors d'un stage sur la géoscience chez Sciences Ouvertes. Du coup, merci à eux et aussi à Marc, mon binôme qui a aussi travaillé sur le sujet. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, ça soutient beaucoup. C'était Siva de chez Omegama, n'arrêtez jamais de découvrir et à une prochaine.